Bienvenue encore dans une capsule questions-réponses où je prends le temps de répondre à vos questions qui ont été posées sur les différentes vidéos de cette chaîne. Et on commence. Moi, je désire savoir la différence entre un pneu neuf et un pneu usé au niveau de la performance. Combien de watts de différence? Ça tombe bien, j'ai trouvé des études indépendantes qui ont fait des tests exactement sur ce sujet. Les croyances générales étaient principalement qu'un pneu usé pouvait potentiellement offrir même plus de performance qu'un pneu neuf, en raison de plusieurs facteurs, dont justement l'amincissement du pneu, qui justement va souvent rajouter un certain niveau de souplesse théorique, parce que justement un pneu, normalement, si on achète un pneu neuf, plus il va avoir épais finalement de caoutchouc, souvent plus la résistance au roulement va être élevée. C'est une caractéristique d'un pneu haute performance, d'être mince. Donc si on se dit qu'avec l'usure devient plus mince, on pourrait croire que ça devient plus performant. On pourrait même faire l'argument au niveau du poids, parce que plus il va y avoir d'usure, plus le pneu va être léger. Les résultats, qu'est-ce qu'ils disent? Que la résistance au roulement augmente avec l'usure. Entre autres, il y a un test qui a été fait vraiment spécifique sur un Grand Prix 5000 à justement de 0 km d'usure. Le même pneu, à tous les 1000 km, les tests ont été faits, jusqu'à 6000 km. Et on parle au total d'une augmentation de la résistance au roulement d'environ près de 10%. Et qui n'est pas tant graduelle, c'est-à-dire que les premiers 2000 km ont une courbe qui est plus prononcée et à partir de 2000 km, on est plus à un plateau très graduel au niveau de l'augmentation de la résistance au roulement. Mais bon, ça peut sembler contre-intuitif par rapport aux arguments qu'on a donnés au départ. Donc, pour quelle raison est-ce que l'augmentation de la résistance au roulement est présente? En réalité, c'est surtout à cause, dans le fond, du composé caoutchouc qui va changer avec le temps, qui va souvent, dans le fond, durcir et s'assécher. Ce qui fait qu'il perd ses caractéristiques de souplesse, qui fait justement que lors d'une déformation, finalement, il va avoir un moins grand retour d'énergie, donc une augmentation de la résistance au roulement. Oui, les caoutchoucs vont s'assécher et perdre de leurs propriétés d'origine, parce que justement, ils vont avoir évidemment rouler à l'extérieur, au soleil, dans des conditions chaudes, et aussi il peut avoir des variabilités en fonction de l'entreposage. C'est-à-dire que oui, les résultats peuvent varier. Si par exemple le vélo était entreposé lorsqu'il n'est pas utilisé dans une pièce finalement relativement fraîche et un peu humide, plutôt que dans une pièce qui serait, disons, très chaude, un garage qui surchaufferait en milieu d'été et qui serait très sec. Donc là, après ça, ça représente combien en nombre de watts? Donc évidemment, c'est très variable d'une personne à l'autre, dépendant des pneus, dépendant des conditions et dépendant du poids du cycliste. Évidemment aussi en nombre de watts, si on a un pneu de moins haute qualité, donc la résistance au roulement total est plus élevée, 10% représente un nombre de watts plus élevé en augmentation qu'un pneu plus haute qualité, plus haute performance. Et pour donner une idée approximative d'une ordre de grandeur en termes de watts, si on prend, disons, un Grand Prix 5000 pour, disons, un cycliste qui aurait un poids de son vélo et son corps, donc un ensemble complet qui aurait environ 80 kg, on parle aux alentours de 3 watts. Donc, c'est pas énorme, mais il y a quand même, oui, une différence. Une différence qui, je répète, est plus élevée que le gain en performance d'une cage de dérailleur Ceramic Speed. Je vais laisser le lien des tests qui donnent beaucoup plus de détails dans la description. Sur une vidéo, je fais un comparatif entre des roues aéro plus lourdes ou des roues légères moins profilées. J'ai le commentaire suivant. Donc, si tu roules en peloton à l'abri du vent et que tu lances une échappée en montée, c'est beaucoup mieux des roues légères. Donc oui, effectivement, c'est vrai, mais c'est de là aussi que j'ai abordé le sujet, dans le fond, des perceptions qu'on peut avoir par rapport au meilleur choix d'équipement lorsqu'on regarde les pros. Finalement, qu'est-ce qu'ils vont choisir comme équipement lors des courses ou lors des étapes? Il faut se rappeler que les coureurs pros, surtout ceux qui jouent pour la victoire, vont pas prendre le choix le plus rapide sur, dans le fond, l'étape, dans le fond, le parcours total, mais vont prendre le meilleur choix en fonction du moment décisif où est-ce qu'il va avoir l'attaque, où est-ce que la course va se gagner. Donc, par exemple, si on avait un même parcours, c'est-à-dire, disons, un 100 km relativement plat, mais avec une arrivée, avec vraiment une grimpe, avec un fort pourcentage, le meilleur choix d'équipement, si on dit d'avoir le meilleur temps total, si on aurait un échappé du début ou un contre-la-montre sur le même trajet, serait pas nécessairement le même que, justement, si on se dit presque toute l'étape se fait en peloton, avec un coureur protégé,
où l'attaque décisive va seulement se passer rendu plus loin dans les hauts pourcentages. Donc, si vous, par contre, vous voulez choisir la meilleure roue qui va vous donner le meilleur chrono total, ben, prendre le choix de roue en fonction finalement de ce que vous voyez les pros faire dans une situation spécifique va peut-être pas vous amener au meilleur choix. Parce qu'ultimement, sur le parcours total, ben, souvent une roue plus profilée, bien qu'elle soit un peu plus lourde, va très souvent être beaucoup plus avantageuse sur le chrono total, même si oui, elle va être perdante dans certaines sections. Mais oui, dans une situation de course où on a un coureur désigné qui est 100% protégé, les choix vont être altérés. Pour la nutrition, oubliez les marques, apprenez à vous connaître et préparez vous-même vos boissons, repas et collations beaucoup moins chers. Donc oui, tout ce qui est nutrition spécifique, on parle de barres énergétiques, de gel ou d'ajouts aux boissons, oui, c'est toujours finalement des choix qui, quand on fait le total, s'avèrent être assez onéreuses. Pour ceux que ça intéresse, oui, moi j'ai un livre à la maison qui s'appelle Feed Zone Portables, qui est en anglais, mais finalement qui est un livre de recettes de barres énergétiques. Donc si vous voulez cuisiner et sauver de l'argent et vraiment pouvoir même choisir vos recettes en fonction de vos goûts, ça devient vraiment une alternative très intéressante aux barres finalement achetées qui vont être déjà manufacturées. Et souvent, les résultats sont très similaires pour beaucoup moins cher. Après ça, c'est sûr que le côté pratique. Si vous êtes quelqu'un comme moi qui n'a pas nécessairement la passion de faire de la cuisine et pour qui c'est beaucoup plus un travail, finalement, une corvée qu'un réel plaisir, ben oui, les barres déjà faites, même si on le sait que c'est plus cher pour ce que ça donne réellement, il y a toujours un côté pratique. Continuez à écrire vos questions dans les commentaires des vidéos de cette chaîne et je vous dis à la prochaine.